Florence Portelli, vice-présidente du groupe Les Républicains à la région Île-de-France, est l'invitée de 24 heures en question. Édouard Philippe à Matignon, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à Bercy, 3 transfuges des Républicains aux côtés du nouveau président de la République. Et peut-être bientôt plus sur la photo officielle, avec le remaniement attendu pour demain. La tentation Macron est telle que la première force supposée d'opposition à l'Assemblée se morcelle. Parmi les 113 députés Les Républicains, certains voteront la confiance au gouvernement de leur ami Édouard Philippe et envisagent même d'aller plus loin. Avec de nombreux collègues, on va essayer de fabriquer, de construire plutôt que de détruire. De construire, donc, un groupe autonome. Écoutez, nous travaillons à cela en ce moment et je crois qu'on est assez nombreux, techniquement bien sûr déjà, on est largement assez nombreux pour le faire. Il faut 15 personnes pour faire un groupe au Parlement, c'est la règle. Donc on est largement plus de 15, donc nous pourrons le faire. Vous êtes plus de 15 ? On est plus de 15. Il serait même plus d'une vingtaine de députés constructifs. Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel, Laure Delaraudière, des députés UDI comme Yves Gégaud, pour une aventure à laquelle prendraient part d'autres personnalités, comme Jean-Louis Borloo, Gérald Darmanin ou encore Christian Estrosi. Une initiative raillée par d'autres élus au sein des Républicains et qui devrait être au cœur des débats demain lors du bureau politique du parti. Bonsoir Florence Portelli. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Je le rappelais à nos téléspectateurs, vous avez porté la parole de François Fillon, puis des Républicains pendant nos 2 derniers rendez-vous électoraux, maire de Taverny dans le Val d'Oise et vice-président du groupe à la région. Alors, l'information de cette fin de journée, on vient de l'entendre, l'information politique, c'est la probable création d'un groupe de députés qui se nomme même les Républicains constructifs à l'Assemblée nationale. Vous leur souhaitez bonne chance ? Ils sont en marche. Donc ils peuvent s'appeler constructifs. Thierry Solaire avait perdu son bureau à la région. Il va pouvoir récupérer un bureau et une voiture. Mais au-delà de ça, c'est un groupe en marche. Il n'y a aucune différence. Ils votent la confiance au gouvernement. Ils les ont rejoints. Ça les regarde. Moi, je suis respectueuse des idées des uns et des autres puisque je suis pour le pluralisme d'opinion, contrairement à mes anciens camarades. Mais ils sont partis. Vous venez de me dire qu'ils venaient tout simplement de récupérer un bureau et une voiture en parlant de Thierry Solaire. C'est sincèrement ce que vous pensez ? Oui. Parce que je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez, à partir du moment... Dans le langage courant, on dit ils vont à la soupe. Alors si c'est ce que vous pensez, C'est ce que je pense, oui. Je vous le dis franchement, je pense que c'est des personnes qui, depuis très longtemps, avaient organisé leur ralliement à Emmanuel Macron, qui finalement pèsent beaucoup moins que prévu, ne sont pas si bankable que ça, parce qu'ils espéraient probablement qu'on soit beaucoup moins nombreux que 100 et quelques, qui sont très minoritaires, parce qu'aux informations que j'ai, ils sont moins d'une vingtaine, finalement. Donc on a un groupe de 80 personnes, vraie droite républicaine, donc c'est un échec. Ils ne sont pas constructifs. Constructif, c'est un terme très habile, sémantique, pour juste dire on s'est rallié à Macron. Alors ça les regarde, c'est respectable, mais ils ne sont plus chez nous. Mais ça veut dire que, oui, ça sous-entend que vous êtes les destructifs. Hein. Oui, c'est énorme. Enfin, c'est comme vous avez un gros bouton au milieu du nez et qu'on vous dit que vous n'avez pas un gros bouton au milieu du nez. Enfin, c'est tellement gros, je ne comprends même pas qu'on en arrive à débattre de ça. Ils ont rallié Macron, ils disent d'ailleurs eux-mêmes que Macron, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils ont expliqué quand François Baroin était notre chef de file pour les législatives qu'il n'y avait pas meilleur Premier ministre qu'Édouard Philippe. Bon, ils avaient fait leur choix. Vous venez de me dire quelque chose d'important, c'est que vous estimez qu'ils ont fait leur choix de longue date. Oui. Donc ça veut dire quoi ? Qu'ils ont joué double jeu, qu'ils n'attendaient selon vous qu'une chose, c'était de pouvoir se rallier au président de la République. Il y a eu 2 étapes en fait. Il y a une petite bande qui s'est réunie. D'ailleurs, ça fait quelques articles de presse dans leur restaurant fétiche au Bellota en février pour lancer un plan B qui s'appelait Alain Juppé, qui est tout à fait respectable. Je ne me prononce pas sur le fond, mais qui devait leur donner une place importante dans le nouveau pouvoir s'il gagnait. Finalement, Alain Juppé n'y est pas allé. Et après, ils ont lancé l'opération Édouard Philippe à Matignon. Mais c'est des gens qui n'ont, pour moi, pas beaucoup de colonne vertébrale, qui n'ont pas beaucoup d'idées. Et je vous dis ça de manière très confortable parce que moi, je ne fais pas partie non plus de la droite très à droite. C'est pas parce qu'on n'est pas avec eux qu'on est forcément très à droite. Moi, je viens de l'héritage de Philippe Séguin, c'est la droite sociale, et je ne me reconnais pas, en tous les cas, chez les constructifs. Mais comment vivez-vous ça ? Parce que vous avez quand même travaillé ensemble, vous avez mené des campagnes ensemble, et c'est quand même une partie de la famille qui explose. Oui, une drôle de famille. J'ai envie de vous dire, vous y avez forcément aussi, ou vous y avez eu quelques amis. Oui, bien sûr, et ça fait mal, mais ça fait mal au mois de février, parce que vous voyez, au mois de février, quand certains ont quitté François Fillon, il y en a, j'ai compris leur démarche. Ce que j'ai pas compris, par exemple, sur Thierry Solaire qui quitte François Fillon, très bien.
n'arrive plus à porter sa parole, c'est tout à fait respectable. Mais le soir même, il vient lui tirer 2-3 balles au journal de 20h de France 2. C'est pas très digne. Quand on a été le porte-parole de quelqu'un, qu'on a tout fait en plus, je peux vous le dire à l'époque, pour être son porte-parole, qu'à peine parti, on va aux 20h critiquer et cracher dans la soupe, je trouve que c'est pas très joli. Moi, je n'ai que 39 ans et ma génération, elle n'attend pas cela pour faire de la politique. C'est pas la nouvelle politique, ça. Ça, c'est de la vieille politique. C'est des règlements de compte entre amis. On a connu ça au RPR dans les années Chirac il y a très longtemps. On a connu ça même au temps de Chaban-Delmas et de Chirac. C'est vieux, c'est pas beau, c'est pas joli. Et moi, j'attends autre chose, c'est du débat de fond, du débat d'idées et pas des querelles de coq. J'ai quand même besoin de quelques précisions. Avant scission, vous étiez combien de députés? Entre 110 et 115, hein, c'est à peu près ça? LR, stricto sensu, 101, je crois. D'accord. Voilà. Là, on sera à 80. Vous serez 80, vous en êtes sûr? Oui, apparemment, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que là, les clôtures sont faites au niveau des inscriptions au groupe et on est au moins 80. Donc, c'est un échec des constructifs. Ils s'attendaient à ce qu'on soit beaucoup moins nombreux à être élus. Là, c'est pas une scission, du coup, c'est une rupture. C'est une rupture, oui, mais en tous les cas, ils n'ont pas réussi à détruire le socle de la droite. Vos ex-camarades, alors aujourd'hui, par exemple, Laure de la Raudière, expliquent les choses ainsi. Ils disent « On a envie d'accompagner ce gouvernement pour qu'il réussisse ». Oui, mais on a tous envie que la France réussisse. Moi, c'est la France que je veux voir réussir, pas forcément le gouvernement. Mais en tous les cas, actuellement, il y a ce gouvernement-là. S'ils font les choses bien, tant mieux. Mais après, vous savez, le Parlement, pour revenir du droit constitutionnel basique, quelle est sa fonction? Contrôler et amender. Oui. Quelle va être la fonction de contrôle et d'amendement quand on dit d'emblée, je suis d'accord avec tout? C'est pas possible. Quelle est aussi la fonction démocratique d'un Parlement quand on vous invite à être comme dans un régime soviétique où tout le monde devrait être d'accord? Ce n'est pas sain. Thierry Solaire répond à vos critiques. Il dit « Les responsables de la défaite de la droite, ce sont ceux qui étaient à la tribune du Trocadéro et qui sont venus dire à François Fillon continue, continue, continue. » Écoutez, moi, j'étais pas à la tribune du Trocadéro, donc je me sens très à l'aise par rapport à cela. Oui. Mais je pense que des gens comme Thierry, qui, à longueur de temps, pendant la campagne des législatives, ont dit finalement Macron, c'est ce qu'il y a de mieux, ça explique pourquoi tout le monde n'est pas allé voter pour nous. On nous avait plutôt accrédité de 200 et quelques sièges. Quel était l'intérêt de voter les Républicains? À partir du moment où il y a des gens chez vous qui expliquent chez les autres c'est encore mieux. C'est une drôle de stratégie. Oui, mais en tout cas, il est persistant dans l'analyse. Il ajoute l'UMP en 2002, c'est 365 députés. En 2007, 300. En 2012, 200. Et en 2017, 111. Autrement dit, le groupe, vous l'avez tué lui-même. Oui, enfin ça c'est... Vous, la vraie famille, si je peux dire. Oui, enfin il a largement contribué à la vraie famille, mais en tous les cas, c'est pas en se ralliant à Emmanuel Macron qui va arranger l'état du groupe. Il va au contraire grossir les rangs d'en marche. Et puis ça, c'est encore une fois de la vie politique, c'est des tripatouillages, c'est des combinations. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et je pense qu'en effet, la droite a perdu des sièges parce qu'il y a un problème de fond et que ça fait depuis, à mon avis, depuis 1992 qu'on n'a pas fait ce travail-là. C'est-à-dire depuis Maastricht. Il y a des grandes questions fondamentales qu'on n'a pas su régler. La construction européenne, notre positionnement par rapport à cela, un credo libéral qu'on a porté très bien, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on répond sur le plan social? Qu'est-ce qu'on répond aux fonctionnaires? Moi, je n'ai pas un langage anti-fonctionnaire. Je peux vous dire que dans les campagnes, dans les zones rurales, heureusement qu'il y a des fonctionnaires publics territoriaux pour assurer une cohésion sociale. On n'a pas dit grand-chose en matière culturelle. Vous avez soutenu à l'élection présidentielle, vous en supprimez 500 000. Non, mais puis 400. C'est pas le problème de supprimer des postes. C'est pas le problème de supprimer des postes. Vous pouvez supprimer... Il y a un moment où le nombre de gens est important. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez supprimer des postes tout en reconnaissant l'utilité de ceux qui restent. Et là-dessus, on n'a pas de discours. On n'a pas un discours structuré. On n'a pas non plus un langage clair sur la culture, alors que la culture, c'est fondamental. Et pour moi, c'est indissociable de l'éducation. On a encore plus de travail à faire sur l'écologie. Donc les chantiers sont très grands. On avait un programme qui n'était pas si mal, mais qui était pour moi un très bon programme de court terme. Mais un vrai travail de fond, la droite, pour moi, ne l'a pas porté depuis 1995, quand Chirac a choisi finalement la ligne Juppé plutôt que la ligne Séguin. Donc il vous faut un ou une nouvelle leader et des idées. Moi, je dirais surtout des idées et après un leader. Pourquoi? Parce que le plus important... un homme ou une femme pour que ça suive aussi. Oui, mais il faut surtout que des intellectuels se mettent au travail avec nous pour réfléchir sincèrement à deux choses. La première, c'est quel est l'état de la société d'aujourd'hui, la société française et la société internationale. Et de l'autre côté, comment vivent les gens. C'est-à-dire, les gens, c'est très bien de leur dire il faut réduire les déficits, moi je ne suis pas contre ça, mais qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui gagne 1 200, 1 300 euros par mois? On n'a pas de réponse à ça. On réduit les déficits, mais on ne répond pas aux gens. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à un constat intéressant, lucide et intellectuel de la société et des gens, et qu'au bout d'un moment, on arrive à définir le bien commun de la société de demain. Vous êtes en train de me donner une définition de ce qu'on pourrait appeler la droite sociale. Oui, c'est comme ça. La vraie. C'est dans ces termes? Oui.
Parlons de François Fillon. Vous l'avez soutenu, certains diront avec obstination, d'autres avec courage. Est-ce que vous avez tout simplement de ces nouvelles ? Non. Ça vous peine, ça vous manque? Vous pensez que ce serait bien qu'il retrouve ses équipes? Non, je pense que les deuils des uns et des autres sont à respecter. Je ne vais pas commenter ça sur un plateau télévisé. Donc, vous êtes en deuil de votre candidat? Non, je parlais de son deuil à lui. Oui. Donc, s'il n'a pas envie de parler, ça le regarde et moi, je respecte ses silences. Oui. Et c'est pas ma place que j'ai à dire à quelqu'un, il faut passer des coups de fil ou il faut sortir de ta tanière, ça le regarde. Moi, personnellement, j'ai tourné la page, mais en tous les cas, j'ai beaucoup de respect pour François Fillon, je ne crache pas dans la soupe. Vos camarades sarkozystes, juppéistes, a posteriori, vous l'avez compris, ils vous reprochent une forme d'obstination dans le soutien que vous lui avez apporté. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des regrets? Et si c'est le cas, que leur répondez-vous? Non, parce que les mêmes ont aussi apporté leur soutien, et jusqu'au bout. Donc non, je n'ai pas de regrets. C'était le candidat de la primaire et c'était surtout le candidat du peuple de droite. Il a fait 20% à la présidentielle. Il y a un socle qui n'a pas bougé. Oui. On n'en avait pas d'autres. Après, moi, j'ai des regrets, mais qui ne sont pas liés à la personne de François Fillon, en fait, qu'on ait continué à soutenir. Moi, j'ai des regrets depuis plusieurs années, justement sur l'angle social et sur la construction européenne. Il vient de tenir des propos assez surprenants dans le JDD, François Fillon. Est-ce que vous souhaitez qu'il nous reparle, à nous, Français, vraiment? Je constate qu'il n'évoque plus, par exemple, le fameux cabinet noir qui mettait en cause, qu'il évoque même d'autres pistes. Là encore, je le cite, quelqu'un de mon camp, un autre personnage extérieur à la politique. Vous avez compris ce que ça veut dire? Non, et franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous pensez qu'il ne faut pas ressasser tout ça? Il faut tourner la page? Non, je comprends pour le coup que François Fillon s'intéresse à cela parce qu'il a quand même été victime d'une cabale incroyable. Je ne dis pas sur les faits reprochés, ça c'est à la justice de trancher, oui. Mais sur la sur la disproportion peut-être dans la violence des réactions, oui. Je comprends qu'il a envie de savoir exactement comment ça s'est passé. Après, nous, on a surtout une droite à reconstruire et c'est pas ça qui va répondre aux problèmes justement des Françaises et Français qui gagnent 1 300 € par mois. En tout cas, entre les enquêtes... Quand ils ont la chance de gagner de l'argent et de ne pas être au chômage. J'ai compris. En tout cas, entre les enquêtes sur le MoDem, celle sur le voyage à Las Vegas d'Emmanuel Macron, vous devez constater que la justice fait son travail de tous les côtés. Vous faites ce constat ? Oui, après, il y a des réflexions à avoir sur le parquet national financier, sur le secret de l'instruction, sur le secret de l'enquête, sur la présomption d'innocence. Je me rappelle au moment des lois Guigou, quand elle était, c'est de la présomption de culpabilité à la notion d'inculpation. Oui. Celle de mise en examen, on s'était moqué d'elle en disant faut appeler un chat. Et puis à l'époque, justement, on avait dit non, c'est très important d'être attaché à la présomption d'innocence et de ne pas condamner quelqu'un avant de l'avoir jugé. Je trouve qu'on a mis beaucoup ces principes sous le tapis. Parlons des affaires qui touchent le gouvernement en ce moment. Sylvie Goulard, ministre des Armées, a donc décidé de le quitter pour pouvoir se défendre après l'ouverture d'une enquête préliminaire. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que c'est déjà un gouvernement qui, au bout d'un mois, ne tient pas. Donc ils en ont 2 qui partent, en plus pour des problèmes visiblement liés judiciaires à venir. Oui. Donc pour des gens qui nous donnent des leçons de morale, c'est quand même un peu limite. Il y en a 2 qui ne devraient peut-être pas tarder à suivre le mouvement, malgré le fait qu'ils s'arc-boutent sur leur position. Donc c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Puis moi je sens venir un petit vent d'hollandisme dans certains déjà petits couacs. C'est le fait de remanier, je ne parle pas du remaniement institutionnel lié aux élections législatives, mais d'avoir déjà un ministre régalien qui s'en va, peut-être un autre qui suit, c'est quand même pas rien au bout d'un mois. Est-ce que vous saluez néanmoins le courage de la ministre? Parce qu'elle, on ne lui a pas demandé de partir visiblement, alors que Richard Ferrand, ça, effectivement, c'est bien le cas. Je n'en sais rien si on ne lui a pas demandé de partir. Vous imaginez qu'on lui a demandé de partir pour protéger le président? Je n'en sais rien, mais c'est possible. Il s'avère que Marielle de Sarnez, elle aussi, ne l'exclut pas, éventuellement de démissionner. Du coup, Corinne Lepage, ancienne eurodéputée MoDem, a été auditionnée au parquet anticorruption. Elle avait témoigné sur les problèmes d'assistants parlementaires du MoDem dans un livre, donc je pense que c'est à ce titre-là. Voilà, l'ensemble de ces enquêtes et ce climat, comment le décririez-vous ? Ils y ont largement contribué. Après, il y a des effets de communication. Quand on anticipe le fait qu'on va sortir du gouvernement, vous dites moi, je n'exclus pas d'en sortir. Oui. C'est une façon honorable d'annoncer sa sortie et de ne pas être viré comme un malpropre. Est-ce que, selon vous, François Bayrou peut rester garde des Sceaux avec l'ensemble des soupçons qui pèsent en fait sur son parti et ses amis en ce moment? Je rappelle que ce sont des soupçons, mais... Au-delà de ça, moi, ce n'est pas là-dessus que je me prononcerai parce que justement, je suis attachée à la présomption d'innocence. Donc vous ne lui demandez pas de démissionner? Non, je ne demande pas de démissionner.
ce qu'une bonne partie de la droite fait ce soir, très officiellement. Oui, mais je vous disais que j'étais attachée à la présomption d'innocence. En revanche, c'est quelqu'un pour qui je n'ai pas beaucoup d'estime sur le plan politique, parce que présenter par exemple une loi qui limite le cumul dans le temps, alors qu'on a passé des décennies dans la vie politique, c'est quelqu'un qui pour moi n'a pas de colonne vertébrale. Comment vous voyez les 5 années à venir, vous ? Quel regard jetez-vous sur la situation du pays, voilà, après une victoire très très surprenante sur un an, n'est-ce pas, du président Macron, qui a réussi à inventer un parti, qui vient d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Comment vous percevez les choses ? Quel est votre regard de femme politique dans cet univers où le macronisme est en train de s'installer ? Moi, ce que j'observe, c'est qu'on est dans une société de consommation qui jette de plus en plus, où même les hommes et les femmes politiques sont assimilés finalement à des produits jetables, ce qui parfois est assez violent. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse parce que ça n'intéresse pas les gens, mais c'est quand même un reflet du climat actuel. Donc, j'espère qu'un jour, on va quitter cette société de consommation, d'égoïsme, de manque d'altérité, de quête vers l'indifférenciation, parce que le fait, par exemple, de vouloir que tout le monde pense pareil, c'est finalement un refus de l'altérité. Et j'espère qu'on va se repencher sur ce qu'est le bien commun. Vous avez des camarades en ce moment qui ont décidé de penser comme vous. Ils étaient de droite et maintenant ils soutiennent un gouvernement qu'on peut qualifier, je crois honnêtement, de centre-gauche. Enfin, de libéral. Vous voyez que l'altérité, parfois, ça a des côtés qui visiblement ne vous plaisent pas. Non, c'est pas l'altérité, c'est l'uniformisation. C'est pas ça l'altérité. L'altérité, c'est justement de ne pas souffrir du fait que certains ne pensent pas comme vous. Et des gens venus de monde de l'énarchie ou des start-up, c'est très honorable. En tout cas, pour moi, ils ne représentent pas tout le pays. Il y a des questions qui sont à se poser, notamment en termes de fracture territoriale et de fracture sociale. Et j'espère que dans les 5 ans qui vont venir, on va prendre le temps de se les poser. Alors, vous nous dites que ces fractures sont importantes, que des fonctionnaires, on peut en avoir besoin, mais peut-être pas forcément là où ils sont aujourd'hui. Si j'ai bien compris votre réponse tout à l'heure, et je crois l'avoir bien comprise, vous êtes quand même d'accord pour dire que le visage de l'Assemblée nationale va prendre une fraîcheur dont on avait besoin. Il va y avoir des femmes, il va y avoir des gens qui font des métiers très différents. Ils sont assez uniformes sur le plan socio-professionnel. Oui. Vous avez raison. Et en cela, nous ne sommes pas dupes. Enfin, il n'y a jamais eu, contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a jamais eu d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Il y avait d'ex-ouvriers qui avaient fait des carrières, généralement, au Parti communiste. Mais voilà. Est-ce que vous trouvez quand même que le visage de notre Assemblée est plus en harmonie avec ce que doit être un pays en 2017 ? Ou ça vous passe au-dessus de la tête ? Non, pas du tout. Oui et non. C'est le bon côté de la victoire de Macron, c'est d'Emmanuel Macron, c'est qu'au moins ça nous permet à nous de nous remettre en question, notamment sur le renouvellement et la place des jeunes générations. Après, moi j'avais une autre idée du Parlement, j'essaye de l'avoir toujours, mais la façon dont on a casté ces candidats, moi ça m'a choquée. Parce que demander à des gens, parce qu'ils ont une bonne tête, parce qu'ils présentent bien et parce qu'on recherche des nouveaux visages pour étoffer un parti, de cliquer sur Internet pour dire coucou, je suis candidat, j'aimerais bien me présenter, sans même savoir ce qu'ils pensent vraiment, quelle est leur vision du pays. Moi, personnellement, ça me choque, c'est pas ma vision de la société. Et après, je vous dirais que je pense que le monde de demain... Pas de conviction ? Certains, non, mais pas tous. J'ai vu des castings assez surprenants et la façon dont ça s'est fait, ça m'a choquée. Après, je pense que demain, le Parlement ne sera pas l'alpha et l'oméga de la vie politique et que l'avenir est aussi dans les territoires, qu'il est au niveau des maires de France et qu'on aura un combat à mener au sein de l'AMF. J'espère avec François Baroin, et sinon au niveau des régions avec nos présidents de région. Je pense que les territoires ont un rôle à jouer très important et que ça permettra d'être au plus près des gens. C'est incroyable comme aujourd'hui, j'allais vous dire, les territoires, nos villes ont bonne presse, nos régions pour nos responsables politiques. Quoi. Une fois qu'on doit soigner de toutes ces déceptions, on se dit finalement c'est très bien d'aller sur le terrain. Non mais vous savez, moi j'ai refusé d'aller à la députation à l'époque où on disait qu'on allait gagner. Donc si je l'ai refusé, c'est parce que je croyais justement que les territoires avaient une importance, parce que j'adore ma ville, parce que je pense que je suis utile à l'échelle de ma ville, et j'ai suivi Valérie Pécresse à la région pour la même raison. Donc c'est pas par opportunisme ou parce que l'air du temps est pas très propice à la droite à l'Assemblée nationale, c'est parce que je le pense réellement. Vous restez une jeune responsable politique. Qu'avez-vous appris des 6 mois très difficiles que vous venez de vivre, Florence Portelli ? Que j'aime bien parfois revenir chez moi et faire de la musique. Donc l'air n'est pas toujours... non, je pense que ce qui est important en politique, c'est justement de l'enrichir par des univers venus d'ailleurs. Et j'ai appris surtout qu'écouter les gens qui ne pensent pas comme moi était une source d'amélioration de ma réflexion personnelle. Merci Florence Portelli d'être venue nous voir ce soir sur LCI. L'émission est rediffusée à 22h15 et vous le savez, l'information continue sur notre chaîne dans quelques instants avec le prochain journal. Bonne soirée.